ma fiancée a érigé un mur entre nous concernant sa famille. J'ai respecté sa décision en l'excluant de ma vie confidentielle. Quand elle a réalisé que tout sauf elle était dans le secret, sa surprise fut totale et l'a laissée sans voix. J'ai 36 ans et je suis fiancé depuis environ 8 mois. Nous nous fréquentions depuis 2 ans avant que je ne la demande en mariage. Et honnêtement, les choses allaient bien. Pas parfaites, mais suffisamment bonnes pour que je pense que nous construisions quelque chose de solide. Léa était indépendante, motivée, et elle avait cette façon de me faire rire, même dans mes pires jours. Mais il y avait toujours ce mur quand il s'agissait de sa famille. Dès le début, j'ai remarqué qu'elle ne parlait jamais vraiment d'eux, de ses parents, de ses frères et sœurs. C'était comme s'ils existaient dans un univers parallèle dans lequel elle refusait de me laisser entrer. Au début, je n'ai pas insisté. Tout le monde a des dynamiques familiales compliquées, n'est-ce pas? Mais à mesure que nous devenions plus sérieux, cela a commencé à sembler étrange. Je les avais rencontrés exactement 2 fois en 2 ans. Les 2 fois furent de brefs dîners gênants où tout le monde souriait trop et disait trop peu. Il y a environ 3 mois, j'ai essayé d'aborder le sujet. Nous étions assis dans le salon un dimanche après-midi et je venais de raccrocher avec ma mère, Marie, qui posait des questions sur les préparatifs du mariage et si sa famille participerait à l'organisation. Hey, ai-je dit en posant mon téléphone. Ma mère posait des questions sur ta famille. Elle veut se coordonner avec ta mère pour certaines choses du mariage. Dois-je lui donner le numéro de ta mère ou veux-tu t'en occuper? Elle leva les yeux de son ordinateur portable et je vis sa mâchoire se crisper. Je m'en occupe. D'accord, cool, ai-je dit. Je pensais aussi que nous pourrions peut-être dîner tous ensemble bientôt, les 2 familles. Ce serait sympa avant que les préparatifs ne deviennent trop intenses. Ce n'est pas nécessaire, a-t-elle dit froidement. Je veux dire, ce n'est pas nécessaire, mais ça pourrait être sympa, ai-je insisté doucement. Ils vont être de la famille aussi, tu sais, ce serait bien que tout le monde se connaisse. Elle a fermé son ordinateur portable d'un coup sec. On ne peut pas faire ça maintenant? Faire quoi? J'essaie juste de. Les problèmes de ma famille ne te regardent pas, m'a-t-elle coupé. N'en reparle plus jamais. Ces mots m'ont frappé comme de l'eau froide. Non pas le message lui-même, mais le ton. Sec, définitif, comme une porte qui claque au visage. Je suis resté assis un instant, à assimiler. D'accord, ai-je dit calmement. Elle est retournée à son ordinateur portable comme si rien ne s'était passé, mais quelque chose avait changé en moi. Si sa famille ne me regardait pas, alors très bien. Mais la confiance est une voie à double sens et elle venait de dresser un barrage que je ne pouvais ignorer. Cette conversation a changé ma façon d'agir. Pas de façon spectaculaire, pas d'un coup, mais progressivement. J'ai commencé à garder certaines choses pour moi. Non par vengeance, mais par autopréservation. Si elle voulait des murs, je les respecterais, mais je n'allais pas continuer à démolir les miens pendant qu'elle renforçait les siens. Première mise à jour. La première chose que j'ai cessé de partager était les finances. Nous n'étions pas encore mariés, donc nos finances étaient toujours séparées, mais nous avions parlé de les combiner après le mariage. J'avais été transparent sur tout, mes économies, mes investissements, mes projets. Elle savait que j'avais une somme décente de côté et que j'avais l'intention d'en utiliser une partie pour un acompte sur une maison après notre mariage. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'étais en pourparlers avec un conseiller financier pour restructurer certains investissements. Je mettais en place une fiducie, en fait, quelque chose que mon père m'avait suggéré il y a des années et que j'avais enfin commencé à faire. Il ne s'agissait pas de lui cacher de l'argent. Il s'agissait de protéger des biens que j'avais acquis avant que nous nous rencontrions, mais je n'en ai pas parlé. Elle ne savait pas non plus que j'avais commencé à consulter un avocat pour un contrat de mariage. Après cette conversation sur sa famille, quelque chose en moi me disait d'être prudent. Je n'essayais pas d'être froid, juste réaliste. Si elle ne pouvait pas être ouverte avec moi sur sa famille, que pouvait-elle d'autre me cacher? La conversation sur le contrat de mariage était de toute façon nécessaire. J'avais des investissements et des propriétés d'avant notre rencontre, mais je l'avais reporté parce que je ne voulais pas la contrarier. Maintenant, j'ai juste planifié la réunion et je n'en ai pas parlé. À peu près au même moment, mon meilleur ami, Julien, m'a demandé d'être partenaire dans une entreprise qu'il lançait. Rien d'énorme, mais cela avait du potentiel. Cela nécessiterait du capital et du temps.
Normalement, c'est exactement le genre de choses que je discuterais avec elle. Au lieu de cela, j'ai juste dit à Julien que j'y réfléchirais et j'ai fait les calculs moi-même. 2 semaines après son commentaire sur sa famille, ma mère, Marie, a appelé pour les plans de Thanksgiving. Elle voulait savoir si sa famille se joindrait à nous. Je ne pense pas, ai-je dit. Elle a ses propres arrangements avec eux. Oh, a dit ma mère, l'air déçu. Eh bien, peut-être que nous pourrons tous faire quelque chose ensemble pour Noël. Peut-être, ai-je dit, évasif. Je n'allais pas forcer les choses. Quand Léa m'a demandé plus tard ce que ma famille faisait pour Thanksgiving, j'ai dit, le grand dîner habituel chez mes parents. On y va, a-t-elle demandé. J'y vais, ai-je dit. Tu es la bienvenue si tu veux venir. Elle a froncé les sourcils. Si je veux? Nous sommes fiancés. Bien sûr que je viens. Je ne voulais juste pas présumer, ai-je dit calmement, puisque les affaires de famille peuvent être compliquées. Elle a perçu le ton tranchant dans ma voix, mais n'a pas insisté. À quelle heure devons-nous partir? Thanksgiving est passé. C'était bien, mais j'ai remarqué ma famille lui poser des questions polies sur sa propre famille, et elle a donné des réponses vagues et minimales. Ma mère m'a jeté un regard par-dessus la table qui en disait long. Deuxième mise à jour. Décembre est arrivé et les préparatifs du mariage ont commencé à devenir sérieux. Nous avions réservé un lieu pour l'été suivant et les acomptes étaient dus. Ma mère et ma sœur, Sophie, étaient très impliquées, posant des questions, offrant leur aide, essayant de coordonner les choses. Chaque fois qu'elle demandait l'implication de sa famille, je haussais les épaules et disais, elle s'occupe de ce côté des choses. Mais elle ne s'en occupait pas. Je pouvais le dire à la façon dont elle se tendait chaque fois que le sujet du mariage était abordé. Sa mère avait envoyé un seul SMS pour demander la date et rien depuis. Pas d'appel, pas d'offre d'aide. Pas d'enthousiasme. C'était bizarre. Un soir de mi-décembre, nous passions en revue la liste des invités. J'avais fait le côté de ma famille. Environ 70 personnes, toutes prises en compte. Je lui ai demandé combien de personnes sa famille voulait inviter. Je ne suis pas encore sûre, a-t-elle dit, sans lever les yeux de son téléphone. Eh bien, nous devons donner un nombre approximatif au lieu d'ici la semaine prochaine, ai-je dit. Peux-tu vérifier avec eux? Je m'en occupe, a-t-elle claqué. Je ne dis pas que tu ne le feras pas, ai-je répondu calmement. Je dis juste que nous avons une date limite. Elle a posé son téléphone et m'a lancé un regard noir. Pourquoi es-tu comme ça? Comme quoi? Distant, froid. Tu es bizarre depuis des semaines. J'ai failli rire. J'ai été bizarre? Tu m'as dit que ta famille ne me regardait pas. Je ne fais que respecter cette limite. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-elle dit. Mais sa voix avait perdu de son tranchant. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, ai-je demandé. Parce que je t'ai entendu très clairement. Elle n'a pas répondu, a juste repris son téléphone et a quitté la pièce. La même semaine, Julien a confirmé qu'il me voulait comme partenaire commercial. J'ai accepté et signé les papiers sans lui en parler. Ce n'était pas ses affaires, n'est-ce pas? C'est ce qu'elle m'avait appris. J'ai également finalisé le projet de contrat de mariage avec mon avocat. Il était juste, simple. Tout ce que nous apportions chacun au mariage restait le nôtre. Tout ce que nous construirions ensemble serait partagé. J'ai programmé une réunion pour le lui présenter après les fêtes. Je ne l'attendais pas avec impatience, mais il fallait que cela se fasse. Noël est arrivé et ma famille a fait sa grande célébration le 23. Sa famille a fait quelque chose la veille de Noël et pour la première fois, elle m'a invité. Tu es sûr, ai-je demandé quand elle l'a mentionné. Oui, je suis sûr, a-t-elle dit, irritée. Pourquoi ne le serais-je pas? Je demande juste. Le dîner était inconfortable. Ses parents étaient rigides. Son frère parlait à peine et sa sœur lui lançait des regards que je ne pouvais décoder. Il y avait une tension dans cette maison que l'on pouvait couper au couteau. Quand nous sommes partis, je n'ai pas posé de questions. Ce n'est pas mes affaires, vous vous souvenez? Mise à jour 3. Janvier est arrivé et les choses ont commencé à s'effilocher plus vite que prévu. Ma mère, Marie, m'a appelé un après-midi alors que j'étais au travail. Hey, mon chéri, a-t-elle dit.
Je voulais te parler de quelque chose. Ta tante Claire demandait si sa famille contribuait aux frais de mariage. Je ne savais pas quoi lui dire. Pourquoi sa famille contribuerait-elle, ai-je demandé, confus. Eh bien, traditionnellement, la famille de la mariée couvre certaines choses, a dit ma mère avec prudence. Je voulais juste m'assurer que nous ne marchions sur les plates-bandes de personnes ou que nous ne faisions pas double emploi. Maman, je ne pense pas que sa famille contribue à quoi que ce soit, ai-je dit. Il y a eu une pause. As-tu parlé avec elle de ça? Ce n'est pas mes affaires, apparemment, ai-je dit plus amèrement que je ne l'avais voulu. Chérie, tu l'épouses. C'est un peu tes affaires. On pourrait le croire, ai-je marmonné. Après cet appel, ma mère, ma sœur Sophie et ma tante Claire ont apparemment eu une conversation de groupe où elles ont discuté de la situation du mariage. Je n'en faisais pas partie, mais ma sœur l'a laissé échapper un jour quand nous nous sommes rencontrés pour un café. Alors, quel est le problème avec sa famille, a-t-elle demandé sans détour. Honnêtement, je n'en ai aucune idée, ai-je dit. Elle ne veut pas en parler. C'est tellement bizarre, a dit ma sœur. Comme bizarre au point d'être un signal d'alarme. Tu m'étonnes. Tu les as rencontrés? 2 fois. Peut-être 3 fois si tu comptes Noël. Les yeux de ma sœur se sont écarquillés. Tu es fiancé à quelqu'un dont tu as à peine rencontré la famille. Apparemment, ai-je dit, me sentant sur la défensive, même si j'étais d'accord avec elle. Elle a siroté son café, réfléchissant. Tu penses qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, comme des abus ou quelque chose comme ça? Je ne sais pas, ai-je admis. Elle ne me dit rien. J'ai essayé de demander et elle m'a violemment rejeté. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Honnêtement, je me protège, ai-je dit. Je fais rédiger un contrat de mariage, et je ne prendrai plus de grandes décisions qui l'impliquent tant que je ne saurai pas dans quoi je m'embarque réellement. Ma sœur a hoché la tête lentement. Intelligent. Triste, mais intelligent. Cette conversation m'a marqué. C'était une chose pour moi d'avoir des doutes, mais entendre quelqu'un d'autre les valider les rendait réels. Quelques jours plus tard, le partenariat commercial avec Julien est devenu officiel. Nous avons eu un petit dîner de célébration avec quelques autres investisseurs et partenaires. Je n'ai pas invité Léa. Quand elle a demandé où j'avais été cette nuit-là, j'ai dit que j'avais dîné avec des amis. Quels amis, a-t-elle demandé. Juste quelques gars d'autrefois, ai-je dit vaguement. Elle m'a regardé avec suspicion mais n'a pas insisté. La semaine suivante, j'ai eu la conversation sur le contrat de mariage. Je la redoutais, mais il fallait que cela se fasse. Nous étions assis à la table de la cuisine après le dîner. J'ai sorti le dossier et je l'ai fait glisser vers elle. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé. Un contrat de mariage, ai-je dit. Mon avocat l'a rédigé. C'est assez standard. Cela protège simplement ce que nous apportons chacun au mariage. Son visage est devenu pâle, puis rouge. Tu me demandes sérieusement de signer un contrat de mariage? Oui, ai-je dit calmement. Il ne s'agit pas de confiance. C'est juste pratique. C'est absolument une question de confiance, a-t-elle crié. Tu ne me fais pas confiance. Est-ce que tu me fais confiance, ai-je demandé calmement. Cela l'a arrêté. Quoi? Est-ce que tu me fais confiance, ai-je répété. Parce que tu ne me laisses pas entrer dans d'énormes parties de ta vie, ta famille, ton passé. Tu m'as enfermé hors de tout ça. Alors oui, je suis pratique parce que je ne sais pas ce que je ne sais pas. Elle a fixé le dossier comme s'il allait la mordre. Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça. Lis-le, ai-je dit. Apporte-le à ton propre avocat si tu veux, mais je ne me marie pas sans un. Elle a attrapé le dossier et a filé dans la chambre à coucher. J'ai entendu la porte claquer. Mise à jour 4. Elle ne m'a pas parlé pendant 2 jours. Juste un silence glacial et elle a dormi sur le canapé. Le 3e jour, elle est venue me voir avec le contrat de mariage, non signé. Je ne signerai pas ça, a-t-elle dit. Alors nous ne nous marierons pas, ai-je répondu. Ses yeux se sont remplis de larmes. Tu jetterais vraiment 2 ans à cause d'un morceau de papier? Tu as jeté ma confiance quand tu m'as exclu, ai-je dit. C'est juste moi qui protège ce qui reste. Je ne t'ai pas exclu, a-t-elle protesté faiblement.
Les problèmes de ta famille ne me regardent pas, lui ai-je cité. Tes mots, donc très bien. Ils ne sont pas mes affaires, mais mes biens ne sont pas les tiens non plus tant que tu ne décides pas que je suis digne de confiance. Elle a essuyé ses yeux avec colère. Tu es cruel. Je suis réaliste, ai-je corrigé. Tu veux un partenariat sans transparence. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Elle a quitté l'appartement et n'est pas revenue cette nuit-là. J'ai découvert plus tard qu'elle était allée chez ses parents. Le lendemain matin, ma sœur, Sophie, m'a appelé. Hey, alors c'est bizarre, mais j'ai croisé quelqu'un hier qui connaît sa famille. Mon estomac s'est noué. Ok, ils m'ont dit quelque chose. Je ne sais pas si c'est vrai, mais, elle a hésité. Dis-moi juste, ai-je dit. Apparemment, sa famille a de graves problèmes financiers, comme une faillite. Ils ont perdu leur entreprise il y a quelques années et ne s'en sont pas remis. Tout s'est mis en place. L'évitement, le secret, l'attention à Noël. Tu es sûr? C'est ce qu'on m'a dit, a dit ma sœur. Et il y a plus. Apparemment, il lui demande de l'argent. Beaucoup d'argent. Je me suis senti mal. Combien? Je ne connais pas les chiffres exacts, mais suffisamment pour que ça cause des problèmes. Après cet appel, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier. J'ai vérifié notre relevé de carte de crédit commun, celui que nous utilisions pour les dépenses conjointes. Il y avait des retraits d'espèces que je ne reconnaissais pas. Des milliers d'euros au cours des 6 derniers mois, toujours en chiffres ronds. 500 ici, 1000 là. J'ai appelé la compagnie de cartes de crédit et obtenu des relevés détaillés. Le schéma était clair. Elle retirait régulièrement de l'argent et ne l'avait jamais mentionné. 5e mise à jour. Quand elle est revenue à l'appartement 2 jours plus tard, j'avais les relevés imprimés sur la table de la cuisine. Elle est entrée, les a vus et a figé. Assieds-toi, ai-je dit. Elle s'est assise, les yeux sur les papiers. Combien leur as-tu donné, ai-je demandé. Je ne sais pas de quoi tu parles, a-t-elle dit. Mais sa voix tremblait. Ne fais pas ça, ai-je dit fermement. Juste ne fais pas ça. Je suis au courant de la situation financière de ta famille. Je sais que tu leur as envoyé de l'argent. Combien? Elle a fixé la table. Environ 20 000 euros au cours de la dernière année. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing. 20 000 euros de notre compte joint. C'était mon argent aussi, a-t-elle dit sur la défensive. C'était notre argent pour notre vie ensemble, ai-je rétorqué. Pour le mariage, pour notre avenir, et tu l'as envoyé à ta famille sans me le dire. Ils en avaient besoin, a-t-elle murmuré. Ils allaient perdre leur maison. Alors tu m'as menti pendant 1 an. Tu m'as caché ça pendant que nous planifions un mariage, pendant que je te faisais confiance de ma vie. Je ne savais pas comment te le dire, a-t-elle dit, les larmes coulant maintenant. J'étais gênée, honteuse. Alors, tu m'as exclu et m'as fait me sentir fou de poser des questions. Elle n'a pas répondu. Le contrat de mariage prend tout son sens maintenant, ai-je dit. Tu as besoin d'accéder à mon argent parce que le tien va soutenir ta famille. Ce n'est pas juste, a-t-elle pleuré. Ce qui n'est pas juste, c'est de mentir à ton fiancé pendant 1 an, ai-je dit. Ce qui n'est pas juste, c'est de faire de moi le méchant parce que je veux de la transparence. Je me suis levé. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu devrais rester ailleurs pendant quelques jours. S'il te plaît, a-t-elle supplié. Nous pouvons y arriver. Je ne sais pas si nous le pouvons, ai-je dit honnêtement. Je ne sais même plus qui tu es. Elle a fait sa valise et est partie. Dès qu'elle fut partie, j'ai appelé mon avocat. Dernière mise à jour. 6 semaines se sont écoulées depuis cette conversation. Les fiançailles sont rompues. Je lui ai dit il y a 3 semaines que je ne pouvais pas épouser quelqu'un qui m'avait caché quelque chose d'aussi énorme. Elle a essayé de s'excuser, a offert de rembourser l'argent, a promis de couper financièrement les ponts avec sa famille, mais la confiance était partie. Y mettre fin a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Malgré tout, je l'aimais, mais je ne pouvais pas construire une vie avec quelqu'un qui me voyait comme une solution à ses problèmes plutôt qu'un partenaire. Elle a déménagé complètement il y a 2 semaines. J'ai gardé l'appartement puisqu'il était à moi avant que nous nous rencontrions. Elle a pris ses affaires et est partie sans trop de drame,
ce que j'ai apprécié. J'ai appris par des amis communs que la situation de sa famille est pire que ce que je pensais. Ils sont confrontés à une saisie immobilière et les dettes commerciales de son père sont astronomiques. Elle est apparemment retournée vivre avec eux, essayant de les aider à traverser la procédure de faillite. Une partie de moi se sent mal pour elle. Vraiment. C'est une situation impossible. Mais elle a choisi de la gérer en me mentant, en m'excluant, en utilisant de l'argent destiné à notre avenir commun. Ce n'est pas ainsi qu'on traite quelqu'un avec qui on construit une vie. Ma famille a été incroyablement solidaire. Ma mère, Marie, qui l'aimait malgré tout, a dit quelque chose qui m'a marqué, tu ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être honnête avec toi sur ce dans quoi il se noie. Le partenariat commercial avec mon ami Julien se passe bien. La situation du contrat de mariage m'a appris une leçon précieuse sur la façon de me protéger et d'établir des limites claires dès le départ. Quant à recommencer à sortir avec quelqu'un, je ne suis pas encore prêt. Toute cette affaire m'a rendu plus prudent que je ne voudrais l'admettre. Mais je sais ce que je n'accepterai plus maintenant, les murs, les secrets et une confiance à sens unique. Elle m'a envoyé un SMS la semaine dernière, juste, je suis désolé pour tout. Tu méritais mieux. Je n'ai pas répondu. Certaines excuses sont sincères, mais encore trop tardives. Première modification. Les gens continuent de demander si j'ai un jour confronté sa famille directement. Non. Une fois que j'ai su la vérité, cela ne servait à rien. Leurs problèmes financiers n'étaient pas ma responsabilité, et s'impliquer n'aurait fait que compliquer une situation déjà compliquée. Deuxième modification. Les 20 000 € n'étaient pas le montant total du compte joint. Nous y avions tous les deux contribué, et techniquement, environ la moitié était de l'argent qu'elle avait gagné, mais la tromperie était le problème, pas l'argent lui-même. Bien que perdre les 10 000 € que j'avais contribué à ce que je pensais être notre avenir ait fait mal. Troisième modification. Quelqu'un a demandé si elle avait signé le contrat de mariage. Non. Une fois que la vérité est apparue, nous n'avons jamais repris cette conversation. Les fiançailles ont pris fin avant que cela ne devienne pertinent.